Ça touche la jeunesse sénégalaise, la jeunesse malienne, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse mauritanienne. Autant de dangers pour la santé publique des jeunes qui vont être confrontés à la consommation de drogue dure. Parce que ce n'est plus le cannabis, mais on parle de plus en plus de cocaïne. Non seulement il y a cette crise qui a une dimension internationale, parce que l'international du terrorisme se retrouvait dans cela, et que aussi ceux qui ont un projet islamique de transformation des pays de la sous-région en des États islamiques sont aussi présents, mais il y a aussi les trafiquants de drogue et qui tous se soutiennent ensemble, achètent les armements, arrivent donc par conséquent à avoir un arsenal qui dépasse nécessairement l'arsenal militaire que nos États possèdent, si bien que des États qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de vraiment protéger leurs frontières et de faire face à des trafiquants qui sont nettement beaucoup plus armés. Surtout quand on sait que tous ces pays risquent d'être des victimes collatérales de la crise libyenne, où il y a eu, tout le monde est parti faire son supermarché, et donc en Libye. Mais justement, est-ce que c'est pas là un terreau fertile contre nos pays? Les islamistes viennent dans un pays et les trafiquants de drogue viennent dans des pays qui n'ont pas de moyens pour faire face à cela, face à une jeunesse qui est dans la misère, face à la pauvreté, mais c'est très facile pour eux. Voilà, c'est pour ça que nos pays sont devenus des poudrières. Et ces trafiquants, non seulement, ils viennent avec leur force, mais ils viennent aussi avec d'autres moyens, les moyens de corruption. Parce que tout cela se fait avec aussi la complicité des plus hauts responsables politiques, militaires, religieux et sociaux, et des acteurs syndicaux. De la plupart de ces pays, on cite beaucoup la Guinée-Bissau, parce que cet État n'a aucun moyen de pouvoir faire face à cette crise. Mais de plus en plus, ces gens arrivent à pénétrer l'appareil d'État et à faire en sorte que les gens ferment les yeux et permettent le passage dans nos frontières vers d'autres pays de toute cette drogue. Une masse d'argent est donc déversée, alors qui fait l'objet de blanchiment. Mettons donc l'économie en péril, et mettons donc aussi en danger tous les projets de développement, et aggravant la situation de la jeunesse qui n'a aucune possibilité de déboucher, malgré que de plus en plus ils sont formés et qu'ils ont des diplômes, et ils savent que le plus difficile, ce n'est pas d'avoir son diplôme, mais c'est lorsqu'on en a, on devient maintenant un chômeur à vie. Et c'est ça qui est excessivement grave. Ce qui signifie que aussi, parmi les solutions, l'intégration ne doit pas être un vain mot. Les 15 États de la CEDEAO doivent davantage aller dans ce processus d'intégration économique, monétaire et des politiques de convergence, mais aussi des politiques militaires et sécuritaires avec les États du Nord, l'Algérie, mais aussi le Maroc. Et aussi, également aussi, la Mauritanie, pour que tous ces pays-là se sentent concernés pour la même cause et apportent une réponse qui est conséquente. Sinon, ils seront déstabilisés. L'Algérie connaît le terrorisme. Les 10 années de 92 à 2002 ont été terribles pour ce pays, où on a éliminé toute l'élite. Et on sait ce que ça coûte en termes de désagrégation d'une société. Alors, est-ce le projet? Est-ce l'avenir de nos États? Donc une mobilisation forte doit être faite aujourd'hui pour empêcher de tels scénarios qui sont catastrophiques pour notre jeunesse et pour notre pays. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les pays occidentaux qui parlent de ce terrorisme, qui veulent le combattre, sont assez sincères dans cette bataille contre le terrorisme qui se déroule en Afrique? Parce qu'aussi le marché de l'armement, ça fait vivre aussi d'autres gens dans d'autres pays. Voilà, c'est cela. C'est un problème global. On a tendance à insister que sur ceux qui agissent. Mais les marchands de la mort sont au nord et les morts sont au sud. Donc les guerres se passent au sud. Et il y a beaucoup de difficultés pour donner de la nivaquine et de la quinine à nos enfants. Mais dans les forêts les plus reculées, quand vous allez au Kivu, quand vous allez donc dans le nord Kivu, au sud Kivu, et que vous êtes en Uturu, vous trouvez les armements les plus sophistiqués que l'on peut donner aux belligérants. Alors que quand il s'agit de donner un comprimé pour le paludisme, on n'est pas prêt à l'avoir. Cela aussi, c'est la duplicité de l'Occident. Parce qu'on ne peut pas demander qu'il y ait la paix et qu'en sous-main, on est en train de vendre, armer les belligérants pour qu'ils perpétuent la mort. Alors, ce qui signifie
que le Conseil de sécurité, alors nous le disons, même si l'on sait que du fait de la répartition du monde qui résulte depuis Yalta, et que c'est encore les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui régentent le monde. Alors, toutes les difficultés qu'il y a eu pour démocratiser cette institution, ces difficultés, alors, persistent toujours. Les réformes Kofi Annan n'ont pas abouti. Mais ils n'en demeurent pas moins que c'est le lieu où l'on peut débattre, surtout à l'Assemblée générale, des questions du monde et mettre en accusation les gouvernants qui ne veulent rien faire pour changer l'ordre des choses. Mais ne rejetons pas nos difficultés sur l'extérieur. Commençons par balayer devant nos propres portes. Que nous ayons des dirigeants vertueux, qui aient la volonté de changer la gouvernance politique et la gouvernance économique dans nos pays. Et de sorte que lorsqu'il y a un vrai engagement à construire des sociétés démocratiques, tournées vers une croissance qui est soutenue parce qu'il y a une justice sociale. En ce moment, beaucoup d'états que nous dénonçons comme ça, beaucoup de ces crises peuvent être prévenues et ainsi nous aurons au moins d'avancer, les moyens d'avancer sans pour autant que nous soyons confrontés à ces difficultés que l'on voit de plus en plus et qui sont là, mais dont l'une des causes alors sont liées au comportement de nos propres dirigeants, plus adeptes de la corruption, avec ceux du Nord, parce qu'il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Et justement, est-ce que ça ne pose pas réellement le problème de leadership en Afrique? Parce qu'on a vu, comme vous le dites tout à l'heure, ce qui s'est passé, il y a eu des alternances qui ont eu lieu un peu partout sur le continent. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait été élu, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'arrive même pas à sortir de ces difficultés. On parle même de tentative de coup d'État. Ce pays est parti peut-être pour être instable durablement. Oui. Alors, vous savez, depuis la mort de Houphouët-Boigny, alors le 7 décembre 1993, un des pays les plus stables qui avait connu une croissance et une vie économique intense, et où on avait parlé même de miracles économiques ivoiriens, a été confronté à des difficultés. Les élections de 1995 ont été des élections qui déjà prévoyait que des difficultés allaient venir parce que 4 ans plus tard, il y a eu le coup d'État qui a donc balayé le régime de Konan Bédié, qui était le successeur constitutionnel de Houphouët-Boigny. Et vous avez vu le régime militaire qui a été mis en place avec la transition qui a eu lieu avec Robert Gueye, a duré 9 mois, et les élections qui ont été organisées et qui ont vu la victoire de Gbagbo donc en octobre, le 30 octobre 2000, se sont déroulées selon les propos de Gbagbo lui-même dans des conditions calamiteuses. La tentative de coup d'État du 19 septembre 2002 a installé une crise qui va durer pendant 10 ans dans ces pays-là. Les élections, on pensait que ces élections allaient permettre une sortie honorable des crises. Mais les élections, après un premier tour qui était acceptable, que tout le monde avait salué, il y a eu 2 candidats qui sont sortis. On a vu malheureusement que le 30 octobre, les élections, le résultat qui en est sorti n'a pas été accepté par Gbagbo. Et nous avons assisté à l'une des crises post-Irak les plus graves du continent africain, avec près de 3000 morts, et les tout derniers jours à Douékoué, avec près de 800 morts. Cela est excessif. Il a fallu l'intervention de la communauté internationale, par le biais d'une résolution des Nations Unies, par l'intervention de la force Licorne qui a exécuté cette résolution en ces termes sur le plan militaire, l'arrestation de Gbagbo, et plus tard son emprisonnement et son transfert devant la Cour. Aujourd'hui, il est question de remettre sur les rails ces pays pour faire face à la crise économique, faire à la crise sécuritaire, à la crise militaire qui a fait énormément de dégâts dans la société. Mais le problème qui se pose et qui explique cette tentative de coup d'État dont on a parlé hier, c'est parce que tout simplement, on a l'impression que c'est une justice des vainqueurs et que c'est Gbagbo qui a été arrêté avec ses partisans. Mais les autres partis, les pro-Ouattara, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Et ceci donne le sentiment qu'il y a une sélectivité dans les poursuites et que cela est excessivement grave. Donc je pense qu'il faut nécessairement rééquilibrer les poursuites si l'on veut stabiliser ces pays et que l'on ne dise pas qu'il y a seulement les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, et que dans les pro-Gbagbo, que le danger c'est de ce côté, le meurtre c'est de ce côté, le crime c'est de ce côté, alors que de l'autre côté, les FRCI, alors qui avait été à l'époque mené par Guillaume Soro, alors ont eu aussi à commettre un certain nombre de crimes qu'il faut évidemment justifier, c'est la justice qui le dira, mais pour pouvoir le dire, il faudrait aussi procéder aux actes qu'il faut
à l'arrestation, comme on l'a fait en ce qui concerne le camp Gbagbo. Ne faisant absolument rien, on a tout l'impression qu'il n'y a qu'un seul camp qui a commis les crimes, et cela est de nature, non pas à favoriser la réconciliation, mais à nourrir le sentiment de vengeance, le sentiment de déstabilisation, ce qui explique que ceux qui sont dehors, aujourd'hui, prennent les armes pour venir peut-être renverser le régime sur place. Mais Alassane Ouattara, le président ivoirien, passe son temps à dire que tout le monde sera jugé si les crimes sont vérifiés, aussi bien du camp de Gbagbo que du camp des FRCI. Mais dans la pratique, on ne voit pas cela se faire. Est-ce qu'Alassane Ouattara a des coups de franche aujourd'hui pour poursuivre les ex-FRCI, compte tenu du fait que c'est eux qui l'ont installé au pouvoir? Mais je pense que vous dites quelque chose de très important. À mon avis, il a les coudées, il n'a pas les coudées franches. Parce que le problème qui se posait, s'il est celui qui est sorti par les urnes, au regard de la certification des résultats, comme si le vainqueur des urnes, mais la victoire militaire a été assurée par un soutien extérieur dont le nez est la France, et par un soutien intérieur dont le bras armé, évidemment, les hommes de Guillaume Soro. Alors face à ces deux, donc loyauté par rapport à la France, loyauté par rapport à son ancien Premier ministre qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, il va de soi que la marge de manœuvre est très étroite. Or, il est important de donner des signaux forts à tous les Ivoiriens que le président est en train de mettre en place les principes d'un État exemplaire, d'un État de droit qui fonctionne sur les principes d'égalité, de justice, d'objectivité et qui n'essaye pas d'introduire la sélectivité entre les différentes personnes. Sinon, la critique d'une justice des vainqueurs reste encore valable et il est important donc qu'il puisse très rapidement corriger les choses, non pas s'en tenir qu'à l'arrestation et au jugement des anciens dignitaires du régime, dont le principal est Gbagbo, qui est hors du pays, mais de commencer par arrêter beaucoup de personnes qui ont eu à diriger pendant longtemps le pays qui était coupé en deux, de Bouaké, alors à Kourogo. Tout cet espace était entre les mains des forces rebelles, et je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux sur tous les crimes qui avaient été commis et les violations massives des droits. Mais le prochain procès Laurent Gbagbo va de poser problème. Normalement, si c'est 16 juin qui devait faire face au juge de la CPI, c'est renvoyé au 13 août prochain, et que le jugement de Gbagbo ne risque pas encore d'envenimer davantage le problème en Côte d'Ivoire. Je pense que cela va avoir un impact. Parce que le procès de Gbagbo est un procès qui est suivi, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais par l'ensemble des pays africains, et parce que les jugements sont différents. Et chacun se dit que Gbagbo est victime donc d'une forme de justice néocoloniale. C'est ce que Charles Taylor a eu à dire. Donc il est important que ce procès se passe dans d'excellentes conditions. Et je vous dis d'ailleurs que les autorités ivoiriennes freinent des quatre fers. Parce que vous savez quelles sont les négociations qui ont été faites. Les négociations qui ont été faites au niveau de la CPI, c'était d'arrêter 3 responsables des crimes du camp Gbagbo et 3 responsables des crimes du camp Alassane Ouattara. Et vous saviez que après Gbagbo, c'est Mme Simone Gbagbo qui devait donc suivre. Mais à l'heure actuelle, les autorités ivoiriennes ont compris tout le danger qu'il y a de mener les procès loin du pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut rappeler que de tout ce que l'on dit de la Cour pénale internationale, il y a le principe de la complémentarité positive qui exige des États de juger eux-mêmes chez eux les crimes qui sont commis chez eux, et notamment les crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Il ne sert à rien de sous-traiter sur le plan international. Alors cette responsabilité qui répond à une fonction régalienne de l'État, qui doit pouvoir donc juger. C'est impossible à Alassane Ouattara de juger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce serait pratiquement impossible. Alors là, en ce moment, ne plus donc accepter l'idée qu'il y a une manipulation des Occidentaux pour aller juger nos dirigeants. Moi, je dis qu'il est de la responsabilité de nos États de juger les présumés bourreaux, les présumés tortionnaires, les présumés seigneurs de guerre, et ne pas les laisser aux autres. Et sinon, on n'a pas à dire par la suite à l'opinion publique que c'est l'Occident qui juge. De toute façon, l'Occident ne laisserait pas que l'on juge George Bush pour les crimes qui sont commis en Irak ou en Afghanistan
où les actions qui sont attentatoires à la dignité humaine qui ont été infligées à la prison d'Abu Ghraib, contre des détenus, alors ils ne l'accepteront pas. Pourquoi? Parce qu'ils jugeront eux-mêmes les responsables présumés des crimes sur les terres de guerre. Et en même temps aussi, on ne se trouvera pas dans cette situation parce qu'ils ne tournent pas les canons contre leur peuple. George Bush ne tuait pas son peuple. George Bush fait une guerre à des milliers de kilomètres chez lui. Mais les crimes dont on parle, ça se parle en Côte d'Ivoire. Ce sont des responsables ivoiriens qui tuent leur propre peuple pour conserver leur pouvoir. Et c'est ce qui se passe alors en République démocratique du Congo. C'est ce qui s'est passé en Sierra Leone. C'est ce qui s'était passé au Libéria. C'est ce qui s'est passé au Congo. Et c'est ce qu'il faut changer. Changer de paradigme pour qu'on comprenne fondamentalement que le fauteuil présidentiel qui est recherché ne peut être recherché que par la voie démocratique. Et que c'est le peuple qui est souverain. Et c'est lui qui... Mais cela n'empêche pas quand même les opinions africaines de penser qu'il y a une justice contre les dirigeants africains, parce que selon eux, tous ceux qui ont été jugés par la CPI, la plupart d'entre eux, c'était des anciens chefs d'État africains. On a vu Charles Taylor, on dit même que c'est l'Occident qui juge les chefs d'État africains. Il y a le problème concernant Béchir, c'est pourquoi certains États africains ont refusé d'appliquer le mandat d'arrêt international contre Omar el-Béchir. On a vu au Malawi, on a été obligé de déplacer le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, parce que la dame voulait, elle, arrêter Béchir. Oui. Alors, donc, tu veux dire qu'en ce qui concerne Charles Taylor est l'ancien président